Pour un printemps européen, on est évidemment très content. Ça va un peu changer de nos émissions thérapie et de l'autoflagellation dont on peut faire preuve depuis le début de la saison. Et bon, pour cette occasion historique, alors est-ce que le mot est trop fort? On va en débattre, mais en tout cas, cette qualification inespérée, on va dire inattendue jusqu'aux dernières minutes de la rencontre, on a sorti un roster de gala. Vous voyez, toute mon équipe est là et c'est un très grand plaisir que j'ai de les compter présents à mes côtés. On va d'abord introduire celui qui est à la droite de Dieu sur le stream. C'est Pancho. Salut Pancho, comment ça va? Salut Sky, salut Eric, salut Jérémy, salut à tous. Écoute, ça va très très bien. Je suis très content de cette belle soirée européenne qu'on a vécue. Mais ça n'empêche qu'il y a quand même pas mal de choses à débattre, je trouve, par rapport à la prestation. Et oui, forcément partagé entre l'euphorie de la qualification, le contenu de ce qu'on a vu sur le terrain. On va essayer d'être le plus juste et le plus mesuré possible sur ces deux points-là, mais je pense qu'il va y avoir du débat quand même. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui ne sont pas très satisfaits de ce qu'ils ont vu hier soir, et on va accueillir peut-être leur représentant de la soirée, c'est Alric. Salut Alric, comment ça va? Salut Sky, salut à tous, je suis très content d'être avec vous ce soir. Et oui, effectivement, il y a des choses à dire, mais ça fait le débat, donc c'est intéressant. Et malgré tout, on peut se réjouir quand même d'une qualification, même si c'est une coupe en bois. Bon, écoute, on va pas tout de suite se lancer dans les hostilités, mais on va plutôt accueillir Jérémy. Salut Jérémy. C'est pour le gag. Et salut Sky, salut Eric, salut Pancho et salut à tous. Écoute, moi aussi très content d'être avec vous ce soir pour débriefer, comme tu l'as dit, un match historique, bien que c'était très très compliqué, donc on va en parler, mais en tout cas très content du résultat final, si on peut dire ça comme ça. On va essayer de tous dire, messieurs, on a, comme d'habitude, pas trop la langue dans notre poche de toute façon, et puis on sait parfois être en désaccord, même si c'est vrai que ça arrive peut-être assez peu souvent. Commençons peut-être sur le positif, la qualification. Une qualification en plus directement en huitième de finale, le GC Nice évite un tour de barrage, un faux 16e de finale au mois de février, donc ça allège un peu le calendrier. On passe directement en huitième de finale, un stade d'une compétition européenne qu'on n'a plus connue depuis la Coupe des Coupes en 1997 et cette fameuse double confrontation face au Slavia Prague. On avait connu un 16e de finale d'Europa League face au Lokomotiv Moscou, mais voilà, là, une belle épopée européenne déjà, qui a commencé en barrage face au Maccabi Tel Aviv. Donc un parcours européen assez long, la perspective d'avoir un bel adversaire, on les listera peut-être tout à l'heure, nos adversaires potentiels, mais il y a déjà, on sait, des préférences au niveau du futur déplacement qui aura lieu le 9 mars 2023, le retour à la maison le 16 mars. Messieurs, la qualification, est-ce que pour vous c'était un objectif, on va dire, est-ce que c'était une obligation pour le Chenise de se qualifier? Est-ce que le fait de terminer premier de la poule, en plus de ça, c'est une bonne surprise? Quel est un peu votre sentiment si on s'en tient vraiment stricto sensus à la qualification? Si je peux commencer, je dirais que est-ce que la qualification est obligatoire? Oui, parce qu'il en va aussi de la crédibilité du projet Ineos et de tout ce qui nous est vendu depuis le début de la saison. On joue une coupe, le GC Nice joue une coupe d'Europe et c'est important d'y performer. C'est ce qu'on lui reprochait les dernières années où il a fait des coupes d'Europe, c'était de venir en touriste. Donc là, se qualifier, c'est une très bonne chose. Euh, Après, le fait de finir premier, c'est la petite cerise sur le gâteau et je pense que c'est le vrai point positif de ce match d'hier parce qu'on reviendra sur la manière, on reviendra sur le contenu, on a tout le temps pour le faire, On mais a perdu clairement, oui. du coup, en tout cas moi, Hein? donc, et je l'ai perdu. Tu es revenu, parfait. Ah. On Non, je reviendra disais, sur la on manière. reviendra sur le... Juste au moment où tu allais bitcher, je pense qu'il faut y voir faut voir un signe. Non, je disais on pourra revenir sur la manière plus tard, mais le point positif, le vrai point positif de cette soirée, c'est la première place qui nous laisse un peu de marge, en fait, pour se concentrer sur le championnat et essayer de rattraper au mieux notre retard. Donc c'est ça que j'ai envie de retenir. Après, le reste, ça reste un avis personnel et je le partagerai avec vous avec plaisir. Mais on va en parler avant de passer la parole à l'un de mes autres chroniqueurs du soir. On va accueillir tous ceux et celles qui sont sur le chat, que ce soit Nissar Deta, que ce soit Sam, que ce soit El Nino, Oxir. Voilà, n'hésitez pas à réagir sur le chat. On en essaiera de vous faire intervenir. En tout cas, je m'attacherai à citer vos messages et vos réactions dès que je le peux, donc n'hésitez pas. Merci d'être là et merci pour votre fidélité. Écoute, Pancho, peut-être, pour rebondir à ce que disait Alric, Lucien Favre, lui, disait qu'il ne savait pas si c'était un objectif, et c'est vrai qu'il nous l'a souvent dit qu'il ne connaissait pas ses objectifs.
Je pense, sans trahir de secret, le but, effectivement, comme le disait Alric, c'était de pas venir en touriste, c'était de enfin performer. Le minimum, c'était de passer cette phase de poule. Terminer premier, c'est aussi se rendre la vie un peu plus facile, un peu plus belle. Ouais, je vais pas rajouter plus que ce qu'a déjà dit Alric, hein. C'est, je pense, très juste. Forcément, l'objectif pour nous, c'était d'accrocher ces deux premières places. Il en va bien sûr de la crédibilité de de ce qui a été annoncé. Favre disait que c'était pas réellement un objectif, le même qui disait que dans 2 ans, on jouerait la Ligue des Champions. Donc bon, il y a un deux poids C'est deux bien de se mesures parce que chauffer avec la C4 quand même, avant. oui, mais bon, c'est-à-dire que voilà, il faut quand même avoir des références en Europe si tu veux demain jouer la Ligue des Champions. Donc non, non, vraiment, je pense que cette première place, on y reviendra. Elle est voilà issue d'un concours de circonstances et de notre nouvel club ami qui est le FC Slovako. Comme le dit Parce Moussard d'État que sur le chat, effectivement. voilà, non, non, c'est exactement ça. Après voilà, c'est la performance sportive, elle est réelle. C'est-à-dire que terminer premier de ce groupe-là, sans parler de la manière, sans parler des différents matchs, etc., c'est très très bien. C'est la seule équipe française à avoir fait ça en Coupe d'Europe. C'est pas rien quand même si c'est que la Conference League. Donc par rapport à ça, franchement, c'est une très très bonne chose pour le GC Nice. C'est vrai qu'en termes de points, ce n'est pas forcément exceptionnel, hein. On termine avec 9 points, ce qui est assez peu pour un premier. Je crois que Rennes en Europa League en a 14 et Mm. termine deuxième de la poule, par exemple. Mais comme le disait Lucien Favre, et c'est là-dessus que je vais peut-être t'interroger, Jérémy, on a été inférieur à aucune des autres, au final, aucune des autres équipes de cette poule. Donc c'est pas illogique qu'on soit qualifié et c'est pas illogique non plus, au final, qu'on soit premier. C'est ça, c'est quand tu regardes de toute façon la composition du groupe, on était normalement programmé pour finir dans les deux premiers avec Cologne. Après, tu avais le Partizan qui pouvait un petit peu jouer l'outsider. Donc là, il s'avère que c'est plutôt le Partizan qui s'est qualifié, mais de toute façon, oui, on était, on va dire, dans les deux équipes potentiellement qui allaient se qualifier. Donc au moins, on a assumé ce statut-là. Et en plus, voilà, comme on l'a dit, on a pu prendre cette première place grâce aussi à un concours de circonstances, mais on en a profité. Et le résultat est qu'on est premier du groupe et que ça nous permet, d'un point de vue que ce soit sportif, financier, et même au vu du nombre de matchs joués dans la saison, c'est un très bon coup. Pour le mercato d'hiver aussi, ça peut changer quelques petites choses, je pense. Donc c'est une très bonne chose d'un point de vue résultat, comme le disait Alric, d'un point de vue du projet aussi. On a enfin un premier, comment dire, une première étape de fait. Moi, justement, cette Coupe d'Europe me tient quand même à cœur parce que j'étais plutôt d'avis d'essayer de performer dans cette Coupe d'Europe-là avant d'essayer d'aller me qualifier en Ligue des Champions, par exemple. Là, au moins, on est déjà en huitième de finale, c'est déjà pas mal. J'espère qu'on va continuer à aller plus loin, pourquoi pas. Même s'il y a quelques très bonnes équipes dans cette compétition, je pense qu'on est quand même aussi bien placé pour aller loin. Donc ça peut être pas mal. Après, il va falloir corriger quand même beaucoup de choses qu'on a vu hier soir qui sont quand même un petit peu inquiétantes. Mais voilà, pour l'instant, on retient le positif et surtout ce résultat qui est une première place. C'est quand même historique pour le club, il faut le dire. Et c'est vrai que c'est aussi une performance parce qu'on est comme on l'a dit, les premiers de le seul club français qui a fini premier de son groupe. Donc c'est quand même, on va pas se plaindre après beaucoup de déceptions. On a enfin comment dire, un petit bonheur. Donc Une éclaircie, ouais. c'est Non. une très bonne chose. Voilà, une éclaircie. Donc on va pas cracher dessus. Seul club français à être premier de sa poule en Coupe d'Europe cette saison et seul club français à ne pas avoir de photos sur la une de l'équipe pour fêter cette qualification-là. Mais bon, c'est probablement une coïncidence également. Bon, trêve de complotisme, même si je pense qu'on pourrait se chauffer très rapidement sur ce sujet-là. Jérémy, tu as un peu parlé du mercato déjà. C'est une question que nous pose Oxir sur le chat et on va commencer par ça et ça va nous orienter petit à petit sur la suite avec la liste des adversaires potentiels du gym et puis les manques qu'on a constatés sur le terrain naturellement. Est-ce que vous pensez que le fait de se qualifier en huitième de finale directement, ça peut peut-être, je ne sais pas si c'est le huitième de finale en lui-même qui va attirer des joueurs qui vont se dire chouette, j'ai toujours rêvé de jouer un huitième de finale du UEFA Conference League, mais est-ce que ça va peut-être enfin donner un signal positif de ce projet qui, on sait, est un peu brinque-ballant depuis plusieurs années, en disant, oui, quand même, l'OGC Nice arrive à avoir des résultats sur la scène européenne. Est-ce que ça arrivera, selon vous, à convaincre des joueurs de nous rejoindre au mois de janvier pendant le mercato d'hiver? Ça nous rend crédibles déjà.
parce qu'on performe. Voilà, c'est le résultat appelle à une évolution des choses positives. Si tu as pu démontrer que tu peux te sortir d'un groupe du UEFA Conference League, bien forcément tu vas avoir des choses à jouer dans cette coupe, et puis tu t'offres une saison avec plusieurs matchs, tu t'offres la possibilité de faire un joli parcours, quoi qu'on pense de la coupe. Hein. D'ailleurs, je parle tout à fait de manière détachée par rapport à ce que je pense de cette coupe-là. Donc oui, c'est toujours un argument supplémentaire pour convaincre des joueurs. Après, il y a une deuxième question qui se pose par rapport à ce que tu dis, c'est convaincre des joueurs, oui, mais convaincre quel type de joueurs? Parce que tu vas forcément convaincre des joueurs qui n'ont pas d'expérience européenne et qui veulent s'en créer une. Mais à partir du moment où tu souhaites faire venir des joueurs qui ont une grosse expérience européenne, à moins que ces joueurs-là soient un peu, pas sur le déclin, mais en fin de carrière, et veulent s'offrir un challenge un peu inhabituel. Et là, je pense directement au choix de Kasper Schmeichel de venir à l'OGC Nice. Tu auras quand même ou de Aaron Ramsey, par exemple. Tu auras peut-être un peu plus de mal à convaincre parce que, quoi qu'on en pense, je pense que l'UEFA Conference League, déjà, c'est une jeune coupe. Donc, elle a aussi ses preuves à faire dans le système de l'UEFA et dans le système européen. Et à l'heure actuelle, on a tellement peu de références qu'il faudrait qu'on s'accroche pour convaincre des gros joueurs. Maintenant, il est clair que si tu venais à la gagner, cette coupe, admettons, tu viens à la gagner, ou à faire un dernier carré, eh ben, tu auras déjà un peu plus de crédit que si tu n'étais pas sorti des poules. Donc oui, c'est toujours bénéfique, je pense. Messieurs, en réaction à ce que disait Alric, attirer, alors c'est pas ça qui va attirer un Joao Félix, hein, bien entendu, par exemple. Mais lui, il a dit qu'il voulait venir directement. Voilà. Lui, Coupe d'Europe ou pas, il avait signé son pré-contrat avant. Non, blague à part. Voilà, Jérémy, tu penses que ça peut faire Voilà, est-ce que c'est attractif un huitième de finale de Conference League, ou est-ce que c'est juste enfin un signal positif de ce projet Ineos, tout simplement? Alors je suis d'accord avec Elric sur le fait de dire que justement c'est quel type de joueur que tu peux faire venir, parce qu'on va pas faire venir des grands joueurs pour cette compétition-là. Après par contre justement c'est d'un point de vue de la stature que tu peux avoir maintenant, c'est de dire que tu es un peu plus crédible sur les dossiers du mercato que tu vas vouloir mener, je pense. Tu vas dire là on a cet argument-là, on a passé cette étape-là, après les prochaines c'est ça, ça et ça. Donc là tu as un argument supplémentaire. Et justement aussi, je pense que tu as, on en parlait rapidement hier avec Pancho à la mi-temps, même si c'est pas énorme, on a quand même eu quelques primes de compétition qui peuvent nous aider, je pense, vis-à-vis du fair play financier sur ce mercato d'hiver-là. Donc, pour répondre à la question, je pense que oui, ça peut nous aider pour ce mercato, ça peut que nous aider en fait, que nous faire du bien. Voilà, comme dit Oxyr, ça nous donne de la visibilité, ça nous fait un petit peu connaître. En plus, on passe directement en 8e, tu finis premier de ton groupe, c'est tous des petits détails qui font que tu rentres un peu plus dans la tête des joueurs, des gens, tu te fais un peu plus connaître. Donc ça commence par là, je pense, c'est une première base qu'il faut se créer. Et pour ce mercato, oui, directement, ça peut que nous aider. C'est plutôt que par exemple de finir 3e ou 4e de ton groupe et ne plus avoir de compétition européenne. Là, c'est sûr que tu aurais plus de difficultés. Là, ça te donne clairement un argument supplémentaire, et même pour aller sur un petit autre débat, même sur le groupe, ça peut avoir une grosse influence et être une motivation supplémentaire d'avoir vécu un match un peu plus, d'avoir vécu un match compliqué ensemble, d'avoir vécu un début d'aventure européenne, ça peut faire beaucoup. Ça crée un groupe en fait, et c'est ce dont on a besoin, je pense. Autre chose, juste pour terminer sur le sujet, et je te donne aussi la main, c'est ce que Sam nous dit sur le chat, est-ce que aussi ça ne renforcerait pas un peu, en tout cas ça ne donnerait pas un sursis à Lucien Favre qui atteint un premier objectif, mais à l'inverse, en fait, est-ce qu'une élimination, ça ne l'aurait pas tout simplement discrédité définitivement? Je sais pas, par rapport à Lucien Favre, c'est sûr que si tu te fais sortir de poule hier soir, clairement ça fait mal par rapport au projet, ça fait mal par rapport à toutes les ambitions sportives que tu t'étais fixées. Est-ce que pour autant Favre allait sauter après ça? Possiblement, suivant les deux derniers résultats. De toute manière, on le dit depuis plusieurs semaines, on fera un bilan au moment de la trêve. Mais c'est sûr que en ne passant pas ce tour-là, ça aurait été, je pense, compliqué.
parce qu'effectivement, vous avez parlé de crédibilité du projet, de visibilité, c'est évident. Par contre, pour juste recentrer un peu le débat par rapport justement aux recrues, pour contrebalancer un peu avec ce que vous disiez, les gars, je pense pas que ce soit vraiment enfin, ça rajoute quelque chose qui est déjà évidemment présent, à savoir le manque de certains profils, de certains joueurs. Ça avait déjà été annoncé il y a une dizaine de jours environ que environ 4-5 joueurs viendront cet hiver. Donc les manques ont été identifiés et les joueurs seraient venus, qualification ou pas. Donc c'est bien parce que justement par rapport à la cohésion, ce que disait Jérém, c'est très juste aussi. Hein. Tu vis une épopée européenne, tu fondes une cohésion, un groupe, c'est une très bonne chose et pourquoi pas aller le plus loin possible quoi. Quand je parlais de type, excuse-moi, mais juste pour rebondir, quand je parlais de type de joueur, je parlais pas des postes, mais pas de profil, mais on va plutôt dire de profil d'expérience, de profil de talent, de joueurs confirmés, ce dont tu as besoin sur ces postes qui sont lacunaires et qu'on connaît, donc on va pas revenir dessus. Je pense que si tu es en partance pour disputer une phase de groupe ou un huitième de finale de Ligue des Champions, tu vas pas attirer le même type de joueur, encore plus parce que tu as de l'argent, parce que c'est aussi le ça au nerf de la guerre. Si tu couples l'argent plus la crédibilité sportive, tu auras plus de facilité à recruter un Joao Félix, par exemple, si tu as besoin d'un buteur ou d'un joueur offensif, que si tu es en UEFA Conference League. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Mais simplement, la question, elle se pose l'été dernier. Parce que l'été dernier, si tu fais un 8e de LDC, ça veut dire que t'es t'étais dans les poules de Ligue des Champions. Donc, t'as les moyens déjà d'office. Ah non, mais là, on parle du mercato d'hiver, là. Hein. Ah oui, au mercato d'hiver. Mais maintenant que je te dis ça. Je sais pas. Je pense que dans tous les cas, voilà, les manques ont été identifiés. Après, il faut du talent, c'est sûr, quoi. Il faut du talent. On va en parler de toute façon, ça fera écho à ce qu'on va dire de la prestation sur le terrain, même s'il reste encore 2 matchs avant de faire le bilan de cette première partie de saison. On imagine que Jim ne va pas diamétralement changer de figure là dans les 7 jours qui restent, puisque le dernier match aura lieu vendredi prochain, le 11 novembre, au Parc OL. Pour terminer, messieurs, sur l'Europe, donc bon, j'ai galéré avec mon téléphone que j'ai fait tomber 3 fois déjà, pendant que vous étiez en train de parler, la liste des adversaires potentiels de l'OGC Nice. Alors l'OGC Nice, en tant que premier de sa poule, ne peut affronter qu'un vainqueur de barrage en huitième de finale et pas un autre vainqueur de poule, c'est-à-dire soit un deuxième de poule de Conference League, soit un troisième de Ligue Europa qui a été reversé. Les seconds potentiellement jouables pour l'OGC Nice, c'est la Fiorentina, Anderlecht, le Lech Poznan, Dnipropetrovsk, la Gantoise, Cluj et Bâle. Les troisièmes reversés de la Ligue Europa, c'est Bodo Glimt, Larnaca, Ludogorets, Braga, le Sheriff Tiraspol, la Lazio Rome, Karabag et Trabzonspor. Est-ce que vous avez, alors au-delà de votre souhait de faire un déplacement et des vacances au mois de mars, Norvège direct. Voilà, pour toi la Norvège, et je pense que si on peut éviter Karabag, ça peut être sympa, ou Trabzonspor d'ailleurs, mais voilà, si on en reste sur des considérations sportives, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a vraiment un ogre, un club à éviter, et comment est-ce que vous jaugez l'OGC Nice parmi ces clubs-là? Est-ce que pour vous, on fera figure d'outsider? Ou est-ce qu'en fonction du tirage, il va falloir assumer notre statut de favori? Ou en tout cas, est-ce que vous avez un certain optimisme sur notre capacité à passer en quart de finale? La Lazio Rome, pour moi, ça peut être l'adversaire qui peut se révéler compliqué. En plus, on les a déjà joués en Coupe d'Europe. C'est ça. Donc c'est un peu de variété. C'est ça. Là où c'est intéressant, par exemple, de les tirer, c'est de se dire il y a un petit côté revanchard, de ne pas avoir réussi à les battre au moins à la maison lorsqu'on avait fait la dernière campagne européenne de Lucien Favre avec l'OGC Nice d'ailleurs. Parce que, souvenez-vous que c'est ce match-là où on mène 1-0 grâce à une doublette Schneider-Balotelli. On le dit vite parce que ça n'a pas duré longtemps. Et qu'on prend un but au bout de 15 secondes après, donc c'est problématique. Donc oui, pour le côté revanche, et je pense même que ça peut être même le club qui peut faire office de, alors favori pour la victoire finale, j'en sais rien, mais de gros clubs en tout cas. Après, concernant le statut de l'OGC Nice, j'en sais rien. Outsider, je pense pas, parce que je pense qu'il y a des clubs qui sont à notre portée et qui sont peut-être un peu plus
pas mineurs, mais qui sont à notre portée. Donc forcément, on n'est pas outsider par rapport à eux. Maintenant, on n'est pas favori non plus, donc il faudra prendre les matchs. C'est bateau ce que je veux dire, mais faudra jouer le jeu avec l'adversaire qu'on aura et se battre jusqu'au bout. Il reste quoi, 6 matchs pour aller jusqu'au bout. Ouais, maintenant c'est match après match. Deux avis très différents sur le chat, hein. On a voilà, Sam qui dit que, à part la Lazio, tout est jouable moyennant les ajustements qu'on désire tous au mercato d'hiver. Lissardetta, de son côté, nous dit que on est quand même des nains européens. On s'est fait taper par des clubs de sous-championnat. Donc, du coup, voilà, le football français doit aussi faire preuve d'humilité, même dans une grande réussite comme cette saison pour l'instant. Voilà, je pense qu'on n'a peut-être pas, avec notre expérience européenne, le statut de favori. Oui, on fait partie pour l'instant d'un championnat du top 5, donc forcément, on a voilà, un certain statut, mais au niveau du vécu européen, voilà, tu vois, un club comme Anderlecht, même si je pense que sur le terrain c'est jouable, ça n'a pas la même expérience. Cluj, Bien sûr. Bâle, Ludogorets, le Sheriff Mm. Tiraspol, avec son armée mexicaine en plus, largement financée par Sheriff. Enfin, voilà, c'est des clubs où je pense que niveau talent, on n'a pas nécessairement grand-chose à leur envier, mais niveau vécu, niveau institution, c'est peut-être compliqué. En tout cas, voilà, c'est mon avis. Et puis, il y aura ce mercato d'hiver au milieu qui risque d'être important. Pancho, Jérémy, qu'est-ce que ça vous inspire, cette liste, tout simplement, pardon. Bah, moi, je pars du principe, je suis un peu de l'avis de Nissardetta, hein, c'est-à-dire que on est outsider dans le sens où ça fait 25 ans qu'on n'a pas joué un huitième de finale de Coupe d'Europe, quoi. Donc peu importe l'adversaire, franchement, j'ai pas de préférence. À la limite, oui, pour d'autres raisons plus touristiques, on va dire. Mais c'est clair que bon, à première vue, la Lazio Rome qui est cinquième de Serie A paraît être le gros morceau. Après, bon, peu importe l'équipe, euh, on, on sera pas favori. Je suis désolé, c'est pas parce qu'on est estampillé championnat de France que derrière on doit s'attendre forcément à passer en quart de finale. On vient. Sans leur manquer de respect, puisque on a déjà perdu face à une équipe chypriote, on va pas rappeler ce souvenir qui a bientôt 10 ans maintenant, mais si jamais l'Arnaca se qualifie et que tu fais le tirage de l'Arnaca, ça va être dur de raconter qu'en fait on n'est pas favori face à, je sais pas combien ils sont au classement du championnat chypriote, que je vous avoue je ne suis pas, mais voilà, Comment il y a ça? il y a quand même des clubs, alors oui, enfin, même le Lech Poznan ou Dnipro Petrovsk, c'est des championnats faibles. Enfin, ils ont un vécu européen Ils récent sont et quatrième. notamment en Europa League. Voilà. Bon, le quatrième du championnat chypriote, tu vas avoir du mal à dire que t'es pas favori. Même si j'entends l'argument de Nissardetta que tu reprends et que Mm. je partage en grande partie. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que si tu prends l'Arnaca et que tu ne passes pas, c'est une contre-performance. Mais tu peux te dire aussi que l'objectif, du moins pour cette année, à mon sens, c'était sortir des poules. Euh, Ça te met dans une situation, on va dire, je pense, avec des regrets si tu passes pas contre l'Arnaca. Mais j'ai du mal à me dire que l'OGC Nice a et déjà cette dimension européenne de se dire voilà, on sait gérer les matchs aller-retour. Non, on sait pas le faire en fait. On sait pas le faire. On l'a vu d'ailleurs On hier l'a. soir. Mais bon. Oui, oui, non, mais on a trop peu d'expérience, on va dire, contemporaine pour réellement aborder sereinement et de se dire on est favori. Et même si le tirage peut être confortable. Voilà. Moi, en tout cas, je sais pas, c'est pas que je suis pas confiant, c'est que on sait tellement pas à quel niveau on peut les attendre que ça peut être fantastique comme ça peut être minable. Mais parce qu'on n'a pas confiance. Après, il faut être honnête aussi. On savait très bien, enfin peut-être vous pas, mais moi j'étais presque convaincu qu'on allait prendre un, voire peut-être 2 buts hier soir. Parce qu'on connaît notre équipe. On sait comment ça se passe. Donc, c'est aussi parce qu'il faut admettre de dire qu'on n'a pas encore confiance en cette équipe. La preuve, c'est que on n'a pas réussi à faire beaucoup de clean sheets cette année. Tu sais très bien que n'importe quel match que tu vas jouer, et je prends le pari que contre Brest, tu vas en prendre un. Hein. Peut-être au Mm. bout de 3-0, mais tu vas en prendre un. C'est vrai que ça manque un peu de clean sheet. Mm. Ça nous permettra d'ouvrir le dossier gardien peut-être tout à l'heure, Alric, pour ton plus grand plaisir. Jérémy, pour terminer sur la page future de la compétition, les huitièmes de finale, c'est déjà très bien, vu l'expérience européenne de notre club.
quand on analyse les adversaires, on se dit, faut pas être trop confiant, mais on peut peut-être se permettre d'être un peu gourmand et de se dire que, avec un peu de chance au tirage et un peu de renfort au mercato, un premier quart de finale européen depuis, est-ce que ça ne serait pas celui face au Real le dernier? Est-ce que voilà, ça ne serait pas possible, tout simplement. En tout cas, envisageable. Pour moi, on est dans une situation un petit peu particulière parce que, en fait, tu évites déjà pour moi les deux favoris de la compétition, donc Villarreal et West Ham, donc c'est déjà une très bonne chose. Après, là, on a parlé de la Lazio de Rome, il y a aussi Braga qui est pas passé en Ligue Europa à très peu de choses et qui est quand même un très très bon club. Ils sont deuxième cette année au Portugal et ça joue très bien. Donc il y a voilà, ces deux équipes-là, moi, que j'aimerais quand même éviter parce que je pense que contre ces deux équipes-là, on n'est pas de taille pour l'instant. Alors sur le papier, on peut peut-être rivaliser, dans l'expérience et dans le jeu, pour l'instant, on rivalise pas. Après, voilà, justement, il y a plein d'équipes, normalement, sur le papier qu'on doit battre, mais justement, en termes d'expérience et en termes de ce que l'on a déjà montré, en fait, on ne sait pas pour l'instant. On ne sait pas trop ce qu'on est capable de faire. Après, comme tu l'as dit, beaucoup de choses vont dépendre du mercato d'hiver, parce que si tu changes 4 ou 5 joueurs de l'équipe et que tu fais venir des joueurs qui renforcent vraiment ton équipe, là, tu peux dire que voilà, là on commence à être un petit peu plus favori qu'on l'était avant. Mais justement, tu as des équipes comme on les a citées, Bâle, Larnaca. Si tu tombes contre ces équipes-là, tu dois passer. Normalement, tu dois passer. Que tu aies expérience ou pas en Coupe d'Europe, pour moi, ce serait une grosse contre-performance de se faire éliminer. Mais c'est possible. Avec nous, tout est possible. On a quand même perdu contre Slovako, donc on a vu que c'était possible. Donc voilà, on est un peu dans une situation. Voilà, Maccabi Tel Aviv, ça n'a pas été facile, voilà. Donc voilà, en fait, c'est particulier parce que sur le papier, on est quand même censé être meilleur que beaucoup d'équipes et en dessous de quelques-unes que j'ai citées. Mais voilà, après, ça va être comme on dit toujours, la vérité du terrain. Et c'est vrai que c'est excitant d'un côté parce qu'on sait pas trop, donc on verra. Mais voilà, beaucoup de choses, je pense, vont dépendre de ce mercato d'hiver et de comment on arrive à se renforcer. Et ça attention avec ce mercato parce que si tu fais beaucoup d'arrivées, enfin beaucoup, au moins 3 ou 4 arrivées, ça va nécessiter une période d'adaptation pour les joueurs que tu vas faire venir. Et ça, on a vu que la période d'adaptation, elle est plus ou moins longue en fonction des joueurs que tu fais venir. Et il faudra pas être déjà impatient. Et il faudra bien prendre en compte que en championnat, ça risque d'être un peu compliqué. Le plus important, ça sera qu'il soit prêt peut-être en Coupe d'Europe. Parce que si on considère que c'est la plus grosse échéance de la saison. Mais ce mercato, au-delà des joueurs qui vont arriver, il faudra bien prendre en compte dans chaque raisonnement qu'on aura après chaque match qu'il y a une période d'adaptation. Et on commence à le voir avec certains joueurs là actuellement. En un mot, est-ce que vous avez une volonté en particulier? Norvège. Bodo Glimt, ouais, Norvège aussi. Bodo Glimt. Ça vous dit parce que vous n'avez pas fait de déplacement en mars en Norvège. Hein. Vous allez nous regarder, vous allez faire après le live Twitch en notre absence du coup, mais je sais même pas comment on s'habille en Norvège en mars. Ah, mais tu mets 25 couches par-dessus les autres. Hein. Ouais, de toute façon, je pense qu'on n'a pas techniquement, on n'a pas la technologie d'avoir les bons vêtements. Bon, peut-être Pancho, vu qu'il habite lui-même dans le Grand Nord, mais voilà, c'était gratuit, désolé. De toute façon, ce n'est pas une bonne émission sur l'OGC Nice s'il n'y a pas un breton dedans. Donc, Alors, je suis tout sauf breton, Sky. Il faut vraiment réviser la géographie. Le 44, ah non, le 44, c'est pas en Bretagne. Non, c'est dans les Pays de la Loire. Il y a eu des manifs pour... oulala. Ah oui, ça existe, mais moi, je suis pas identitaire, tu sais. Moi, je suis en Loire-Atlantique. D'accord, ok. Bon, identitaire des Pays de la Loire, du coup, c'est différent. Bon, Bodo Glimt, et sinon, du coup, Pancho, tu nous as pas dit où tu voulais... C'est quoi j'ai voulu dire le FC Bâle, le FC Bâle pour vraiment la vanne, mais je vais éviter. À vrai dire, j'ai pas de préférence. Échapper peut-être à Braga, à la Lazio. Non mais pour toi un kiff sans dire le meilleur calcul ni rien, où est-ce que t'aimes la Moldavie, Pancho, c'est la Moldavie, je suis sûr. Ouais, le shérif. L'Azerbaïdjan, ça peut être vraiment pas mal. Hein. Non, franchement, je dirais peut-être Europe de l'Est, je dirais peut-être Pologne, allez, Lech Poznan, tu vois. Ok, c'est une armée de mecs torse nu sous la neige, je sens qu'on va faire le poids, effectivement. le FC Bâle où il y a quand même deux anciens de l'OGC Nice avec Andy Pelmar et Dan Endoy, notamment. Messieurs, je vous propose qu'on passe au match. Mais est-ce qu'on est prêt à prendre des buts de Dan Endoy et avoir un Andy Pelmar qui laisse pas passer Gaëtan Laborde?
Est-ce qu'on est Non, prêt je suis pas sûr psychologiquement qu'on pour il ça? va falloir se mouiller la nuque. Je sais pas Ah, si c'est c'est comme ça. alcool fort à Bâle, mais voilà. Bon, blague à part, parlons du terrain, parlons du match d'hier, malgré tout, parce que ça s'est passé. Match nul de partout. Alors, on a commencé à un peu en parler en fil rouge qu'on s'attendait à prendre des buts, peut-être pas avec ce scénario-là, on s'attendait peut-être pas à en marquer autant. Moi, honnêtement, je ne voyais pas comment on pourrait faire mieux qu'un match nul. Donc, pour une fois, je me suis pas trop planté. Je m'attendais pas à ce que ça se passe aussi bien en première période. J'étais pas très surpris que ça se passe mal en deuxième, hein. L'ADN du club, comme la formule consacrée le dit. Voilà, comment est-ce que vous avez vécu ce match, messieurs, et pendant la petite demi-heure qui nous reste là d'analyse dans cette deuxième partie de l'émission, comment est-ce que vous avez vécu cette soirée? Qu'est-ce que vous allez en retenir? Puis on parlera, voilà, un peu de façon décousue de nos tops, de nos flops et ainsi de suite. Allez-y, les gars. Je vous laisse la parole. C'est étonnamment le souffrance. match où je me suis le plus énervé, je crois. Pancho était moins, surtout sur le premier but. Parce que je trouve que bon, on a eu un début de match qui était très bon. Les 10 premières minutes ont été vraiment très bonnes. J'étais assez rassuré par notre entame. Et petit à petit, on a été mis sous l'eau par Cologne, alors qu'ils n'étaient pas si forts que ça en fait. Hein. Je Ils te ont mis mets du 5 rythme, mais sur on n'a 10 pour ce jeu de pas. mots, hein. Je suis désolé, mais c'est Comment? intolérant. Je te mets 5 sur 10 pour le jeu de mots haute colonne. Mais bon, voilà. J'ai même pas fait exprès, mais Ouais, bah non. bien vu. Mais non, bah en gros là, enfin, on a été comment dire vraiment. On n'a pas répondu dans l'intensité et on s'est dit que bon, ça allait passer, ça allait passer. En fait, on a eu 5 minutes en fin de première mi-temps où en fait on a 2 occasions, on met 2 buts et bon, on est quand même assez réaliste et chanceux sur ces occasions-là, heureusement. Et après, comment dire, il n'y a pas grand-chose de plus à dire sur cette première mi-temps à part les beaux arrêts de Kasper Schmeichel et aussi un très bonne mi-temps de Todibo Dante qui nous ont sauvé beaucoup de situations. Et après la seconde mi-temps qui a été absolument, moi je l'ai trouvé très 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 dur. On n'a rien montré en fait. On a tout le temps été battu dans les duels. On a eu beaucoup de laxisme en défense. C'était hallucinant. Justement, on a fait exactement ce qu'il fallait pas faire. On a dit à la mi-temps avec Pancho, il faut absolument rentrer bien dans la seconde mi-temps, pas se mettre en difficulté. Au bout de 2 minutes, on se prend un but. Pour moi, ça c'est pas possible. Les gens. Et là, en reparlant, ça me remet un peu en colère parce que je trouve ça incroyable de se prendre un but au bout de 2 minutes comme ça. Contre une équipe qui justement est pas en confiance, qui a beaucoup d'absents, qui joue pas si bien que ça, t'arrives pas à gérer un avantage de 2 buts. Pour moi, c'est ce qui m'inquiète le plus pour la suite, on va dire. Et après, dans le jeu, voilà, il y a pas grand chose à dire. Il y a eu énormément de joueurs qui ont eu beaucoup de mal. Bon, au moins, ils se sont quand même battus. Ils ont essayé de faire de leur mieux. C'est quand même pour ça qu'on ramène un résultat. Mais on a quand même eu beaucoup de chance. Et il faut dire que, comment dire, on a eu il y a eu beaucoup d'actions pour Cologne où c'est pas passé loin. Le troisième but qu'on prend 30 secondes après le deuxième, heureusement que c'est hors jeu, mais l'équipe était complètement, elle était plus là, quoi. On a eu énormément de chance. Donc voilà, comme on l'a dit au début, comment dire, cette première place c'est super, mais il faut pas oublier quand même qu'on est très chanceux parce qu'on n'est pas passé loin de finir troisième à un moment donné, parce qu'on était quand même, on a été moins bon que Cologne, qui était pas non plus j'ai trouvé dans un grand soir. Ils Et étaient je pas trouve que bons. voilà, dans l'attitude, non. voilà, dans l'attitude et dans l'attitude, dans le mental, je trouve quand même qu'il nous a manqué beaucoup de choses. Et surtout techniquement aussi que de déchets techniques. Littéralement en seconde mi-temps, on n'a pas réussi à aligner 2 passes. C'était incroyable. Il y a beaucoup de fois où même des passes assez simples. Anodine, ouais. Chaque passe, t'as l'impression que c'était compliqué. C'était un Beaucoup de effort. mauvais Donc choix aussi, c'était hein, dans la voilà gestion beaucoup de mauvais des rares choix. occasions. Ouais. Donc voilà, en résumé, c'est quand même un bon résultat. Aller chercher un match nul à Cologne, hein, c'est quand même bien. En plus, Gaëtan Laborde a marqué, ça le met en confiance. Bilal Brahimi met son premier but. Mais dans le jeu, ça a quand même été peut-être une des pires productions qu'on ait fait, surtout en seconde mi-temps quand même, où on n'a vraiment pas montré grand-chose. On a été quand même fébrile. Donc voilà, quand même bravo pour la combativité et le résultat. Mais on s'en sort quand même très très bien. Je Aucun pense club que. français, Pardon. hein, je fais la minute stats, Vas-y. aucun club français n'avait ne serait-ce rapporté qu'un point en 6 confrontations à Cologne. Et l'OGC Nice, il y a une petite cinquantaine d'années, s'y était cassé les dents 4-0 en match retour de Coupe d'Europe. Donc c'est aussi un moyen d'exorciser le passé, le nôtre et celui des clubs français. Pancho, excuse-moi, voilà, c'était juste pour placer
Pour passer Non, mais ma non, mais science. il n'y a pas de souci. Ouais, je pense que Jérémy a assez bien résumé une première mi-temps semblable à ce qu'on a vécu contre Lorient, où finalement tu te fais un peu voilà, dominer dans le jeu. Il y a quand même des situations chaudes. Du mieux on va dire, dans les 10-12 dernières minutes de la première mi-temps, avec donc ces deux buts qui arrivent un peu comme par miracle, hein, finalement, des récupérations hautes. Sur le deuxième but, Attal récupère un ballon au milieu de terrain. En fait, c'est ça Est-ce que c'est un miracle ou est-ce que c'est des meilleures intentions de jeu, justement? On peut pour aussi le lire moi, comme ça. c'est les rares fois où on a su exploiter les erreurs individuelles de Cologne. Les largesses défensives, en fait, c'est ça. Et quand on a su exploiter ces erreurs-là et ces prises de risques-là, parce que Cologne prenait des risques, donc forcément ils prennent des risques, les lignes sont beaucoup moins resserrées, et dès lors qu'on a fait les bons choix, vous en parliez tout à l'heure, eh bien on s'est procuré des occasions franches. Or, ces bons choix-là, mais alors en deuxième mi-temps, mais ça a été catastrophique. Je pense qu'en termes de contenu pur, si on enlève la performance, le fait que ce soit un match européen, le fait qu'on finisse premier, etc., c'est l'une des pires seconde période, des pires 45 minutes qu'on a vues. Impossible d'aligner 2-3 passes, comme l'a dit Jérém. Une pauvreté même dans les mouvements, dans tout, dans des choses simples. Alors apparemment la pelouse, en tout cas elle paraissait glissante. Champ de patates. Voilà, champ de patates. Peut-être. Mais en tout cas, voilà, je suis très très heureux de cette qualification comme nous tous, hein, je pense. Mais alors vraiment pas rassuré par le contenu, surtout face à une équipe qui était pas meilleure que nous, quoi, qui était clairement pas meilleure que nous, mais qui a mis de l'intensité, qui a mis voilà un peu plus d'envie et qui jouait pas n'importe comment, quoi. Nous c'était affligeant. Dès qu'on avait le ballon, on ne savait pas quoi en faire. C'était affligeant dans le moment critique en deuxième période, notamment ce quart d'heure où on a concédé les deux buts, parce que bon, sur la première période, moi, dans mon souvenir, on n'a jamais vraiment été inquiété outre mesure par Cologne. On marque deux buts, on a la chance d'être efficace pour une fois, mais bon, on s'est procuré, il me semble, davantage d'occasions qu'eux. Et après, sur la dernière demi-heure, ben, vu que tout le monde avait intérêt à marquer un but, le match a été un peu enlevé. On a peut-être moins bien négocié nos occasions. Je pense à ce contre mené par Youssef Attal qui est complètement gâché, notamment. Mais enfin, voilà, j'ai pas non plus l'impression qu'on s'est fait marcher dessus par Cologne qui était extrêmement faible, notamment défensivement, et c'est pour ça qu'on s'en sort, je pense. Et qui offensivement, voilà, marque deux buts parce qu'on lâche un quart d'heure et que c'est la Coupe d'Europe. Mais au final, moi, j'ai pas trop tremblé dans le reste du match. Et si j'ai tremblé, c'est par notre faiblesse davantage que par la qualité des attaques construites de Cologne. Mais de toute façon, je vais passer la main à Alric là-dessus. Bon, voilà, j'ai Unissa hein, qui dit Cologne est nul, mais on arrive à s'aborder tout seul. Moi, je retiens davantage ça. Et il est là le problème, en fait. C'est ça le problème. Tu te mets pas en danger parce que ton adversaire est incroyable, parce que quand on voit les largesses défensives sur les 90 minutes du côté de Cologne, avec un peu plus de maîtrise, avec un peu plus de confiance en soi, mais on peut en planter tu laisses passer l'orage du premier quart d'heure de la deuxième période et tu en mets un troisième en fin de match quand ils éteignent la lumière et puis. Mais même pas en fin de match. Regarde, le premier but que tu prends, c'est suite à une faute stupide de Nicolas Pepe qui amène un coup franc. Très vite joué, t'es pas replacé, but. Alors qu'on partait en contre pour aller inscrire un troisième but, hein, parce qu'on jouait un 3 contre 2, Attal, une fois qu'il est lancé, plus personne l'arrête. Et il est là le problème, c'est notre manque de maîtrise et notre panique totale. Alors, pour revenir un petit peu sur ce que notamment Bruno de 17A m'a dit sur Twitter, c'est l'équipe manque d'expérience en Coupe d'Europe. L'institution OGC Nice, oui, elle manque d'expérience, mais les joueurs qui étaient sur le terrain hier, il y avait quand même un 11 qui était composé de plusieurs joueurs qui avaient de l'expérience européenne. Et je parle pas d'un discours bien ficelé dans le vestiaire qui fait un peu héroïque façon Hollywood. Non, je parle juste de 2-3 leaders qui disent, notamment Mario Lemina et Dante, puisqu'ils sont au milieu du terrain, qui disent stop. Maintenant, on calme le jeu, on met des coups, on casse le rythme. En matière de gestion des temps faibles, en tout cas. C'est ça. Après, je veux bien croire une chose, c'est que nous, devant notre télé, on ressentait pas la pression du public qui était derrière les joueurs de Cologne. Ça, je veux bien le croire, mais quand tu regardes les buts que tu prends, tu te sabordes tout seul comme des grands. C'est Poussin Mélin qui était avec nous hier soir
le dit clairement à la mi-temps entre deux morceaux de pizza. C'était voilà, le petit truc pour détendre l'atmosphère. Il faut surtout pas prendre des buts dans le premier quart d'heure. Et on prend les 2 buts. Et le pire, c'est que le troisième but, le hors-jeu, il se joue à rien et on n'a pas la VAR. Donc si l'arbitre considère qu'il n'y a pas hors-jeu, personne pourra revenir dessus. Enfin, ça se joue à pas grand-chose. Et c'est ça qui, moi, m'a agacé. Alors, je me souviens pas avoir dit que le match était minable, comme on a pu me le reprocher sur Twitter ce soir. Par contre, j'ai dû dire certainement que il était médiocre parce que l'OGC Nice était pas inférieur à son adversaire du soir. Et on a eu un temps fort où on a été efficace, mais défensivement, j'ai pas retrouvé la confiance que j'avais en cette paire, par exemple Dante Todibo, qui a semblé parfois être un peu dépassé par les événements, même si c'est pas les moins mauvais hier soir. Au bout d'un moment, dans ce quart d'heure où tu prends les 2 buts, t'as l'impression que ils sont totalement perdus sur le terrain, et c'est ça qui a eu tendance à m'énerver. Voilà. Maintenant, c'est pour ça, ce que je veux pas, et en résumé de tout ça, c'est que la joie d'une qualification qui est légitime, qui est réelle, et dont il ne faut pas se priver, elle ne doit pas aveugler le reste. Parce qu'en fait, pourquoi je dis ça? Au prochain tour, tu te prends un adversaire d'un niveau légèrement supérieur à Cologne, tu passes pas. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai pas envie de me détendre comme certains ont pu me le dire, parce qu'en fait, tu n'as pas de certitude au sortir de ce match. Si par exemple tu mènes 2-0 à la mi-temps et tu décides de mettre le bus en refusant le football en seconde mi-temps, et que tu gagnes 2-1 voire 2-0, mais c'est très bien, ça me va très bien, parce que tu auras fait le bon taf. Là, tu passes parce que ton adversaire joue de malchance sur un but hors jeu, et tu termines premier parce que une autre équipe. Voilà, c'est ça. Et c'est pour ça que c'est pas satisfaisant pleinement, malgré la qualification. Non, puis le scénario, tu mènes 2-0, tu te prends 2 buts en un quart d'heure, de toute façon. Ça peut pas être satisfaisant. On peut pas être qualifié. Et juste pour rebondir sur ce que disait, monsieur Nours sur le chat, j'ai pas l'impression qu'on joue la fine bouche. Bon, en tout cas, désolé si on te donne cette impression-là. Ce matin, quand je me suis enflammé en me levant sur le fait qu'on était qualifié, on m'a dit que je m'enflammais trop, que c'était pas du tout historique la qualification. Bon, voilà, chacun il verra midi à sa porte, mais c'est juste qu'en fait, bon, déjà, l'intérêt de l'émission, si c'est pour qu'on se congratule tous tout nus à dire c'est chouette, on est qualifié pour nos spectateurs, ça risque d'être vraiment chiant. Et puis, comme le dit Alric, pour une fois, et c'est rare, je pense que hier, le résultat prime sur le contenu parce que c'est un match décisif et une qualification. En championnat. Compte tenu de la faiblesse de l'adversaire. Parce que quand tu fais 2-2 à l'Ajax, tu sais très bien que tu es en dessous l'Ajax. Donc ce 2-2, il est miraculeux, mais il est génial. Parce que tu as fait preuve d'un caractère. Le scénario n'est pas le même. C'est ça. Alors que là, non, c'est pas possible. Tu peux pas te contenter de ça. Mais là, en tout cas, voilà, le résultat prime parce que tu es qualifié. Tu es en plus en 8e de finale grâce à un coup de pouce de Slovako, certes. Mais après, on est quand même obligé de parler du contenu de ce match et de ce qui n'a pas fonctionné. Alors, bon, il y a des choses qui ont fonctionné, on va être aussi positif. Mais bon, le fait de te prendre 2 buts au retour des vestiaires, je pense qu'on ne peut pas s'en satisfaire. Et j'espère que ni les joueurs ni Lucien Favre aujourd'hui ne s'en satisfont malgré la qualification, puisque de toute façon, c'est quelque chose qui va être à corriger rapidement, ne serait-ce que pour nos 2 dernières échéances de Ligue 1, c'est-à-dire Brest ce dimanche et Lyon la semaine prochaine. Sur le scénario du match, est-ce que vous avez encore quelque chose à ajouter, messieurs, ou on passe un peu à notre conseil de classe pour le dernier quart d'heure? Merci Casper quand même. Non, alors, garde ça quelques minutes, on va voir si, je sais pas, Pancho, Jérémy, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur ce scénario, ou est-ce qu'Alric a été complet? Non, il était complet, je trouve. Ouais, rien à rajouter, juste je pensais par rapport à certaines séquences du match, je crois que c'est avant le but de l'égalisation de Cologne à 2-2, je crois qu'il y a un coup franc où Boudaoui en fait se met devant le ballon, je sais pas si vous voyez l'action. Jérém, je pense que tu t'en souviens. Et en fait, j'ai pas du tout compris. En fait, je trouvais que ça manquait ça manquait peut-être des fois, c'était peut-être un peu trop naïf, et ça rejoint, je pense, que tu disais tout à l'heure, Alric, sur le fait que ça manque d'expérience européenne, ça manque de vice, ça manque peut-être par moment de réflexe. Manque de leader dans cette équipe, en fait. Ouais, et de s'adapter à la situation. Voilà.
Ça manque peut-être un peu d'intelligence collective, mais l'équipe progresse de ce côté-là. Je pense que ça, on ne peut pas le nier de toute façon. Depuis la trêve internationale, il y a eu des matchs dégueulasses, hein. On pense à Nantes notamment en Oui. premier lieu. Mais bon, globalement, les résultats et puis le contenu, on voit du progrès par rapport à la première partie du championnat. Du coup, bien sûr, cette analyse reste sujette à ce qu'on va faire face à un Brest à la cave ce week-end. Parlons voilà, un peu conseil de classe, nos tops, nos flops, pour appeler ça de façon classique. Bon, parlons de l'homme du match, et c'est pas moi qui le dis, d'autant plus que je ne partage pas franchement cet avis, mais c'est l'aiglon du match élu par nos amis et nos camarades supporters de l'OGC Nice. C'est Kasper Schmeichel, donc auteur d'une très bonne première période, probablement en début de match, c'est encore une fois comme à Lorient, lui qui tient l'OGC Nice dans la partie. Alors, pas mal de ballons qui lui arrivent dessus. On pense quand même à un très très bon arrêt, une belle horizontale Ouais. sur une tête Elle vaut allemande. la qualif, celle-là. Hein. Voilà, vos qualifs ou vos buts, en tout cas. Donc là-dessus, bravo Casper. Je suis un peu plus partagé parce que sur le premier but qui se prend au ras du poteau, je pense qu'on peut dire qu'il est fautif, même si, comme vous disiez, il y a une antériorité de l'action qui fait que ça ne doit pas être possible que ça arrive, mais bon, là, tu dois pouvoir bloquer ton angle. Donc globalement, une bonne prestation. Moi, j'essaie de voir le côté positif en me disant que il a enchaîné 2 prestations très correctes sur lesquelles on peut voir qu'il nous a rapporté des points, ou en tout cas qu'il nous en a pas coûté. Et ça, c'est positif par rapport aux premières semaines du championnat et à ses premières apparitions. Voilà, qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de votre côté? Alric, je me doute, mais Non, je mais en plaisante. plus, Non, mais en plus, c'est juste pour te taquiner. ouais, ouais, Qu'est-ce non, que vous mais avez de pensé manière de la objective, prestation du ouais. gardien? De manière objective, le premier but, il est pour lui parce que c'est une des bases. Le premier poteau, tu n'as pas le droit de prendre des buts comme ça. Surtout que ce qui est curieux, en fait, c'est que sur l'action précédente qui amène le corner, il ferme parfaitement bien son poteau et il sort un très bel arrêt. Et par contre, j'ai l'impression qu'il est un peu focus sur son discours, enfin son échange avec l'arbitre assistant, où il lui dit non mais de toute façon il y avait hors-jeu, il fallait sanctionner. Et je suis pas certain qu'il soit bien revenu dans l'action d'après. Après, on peut aussi reprocher le laxisme incroyable de la défense parce que il y a quand même deux joueurs de Cologne qui se font un petit 1-2 dans la surface. Enfin, Je pense que on fait... Melvin Barr s'est jamais senti aussi seul, hein, parce qu'il essaie de tenir l'ailier, mais derrière lui, il a 2 mecs de Cologne, donc je pense que C'est niveau ça, donc placement, c'était une équation un peu compliquée à. C'est pour ça qu'il s'est retrouvé paumé au milieu des 3 joueurs, parfaitement inutile, parce qu'un peu peut-être abandonné et peut-être un peu à contre-temps aussi, tout simplement. bien sûr. D'ailleurs, il faudra qu'on en parle un petit peu de Melvin Barr parce que autant son début de match, enfin ses 3 quarts de match ont été compliqués. Par contre, j'ai eu l'impression que dans les 10 dernières minutes, Oh, le taquet qu'il met à la fin! waouh, Je me suis levé du il canapé s'est juste pour ça. transformé, il s'est transformé et on se dit mais c'est ça qu'il fallait voir au début. Non, globalement voilà, Kasper Schmeichel, il fait un bon match, il fait une erreur qui coûte un but, ça coûte pas une qualification donc on peut pas le prendre pour fautif complet. Et après, un top, un flop, c'est compliqué. Franchement, Brahimi, deuxième homme du match, ça peut paraître comment dire, exagéré, Il mais j'ai stat. trouvé. Il stat, donc déjà c'est important. Et puis dans l'intention, dans la volonté de faire quelque chose avec le ballon, avec tout le déchet qu'on lui connaît, bah, j'ai trouvé que c'était pas inintéressant. Après, globalement, je dirais que le match, j'ai dit et je le redis, le match était d'un niveau médiocre globalement entre les deux équipes. Donc c'est dur de dire quel joueur a surnagé, mais je pense que Brahimi, c'est pas volé de le voir comme un joueur important de cette rencontre. Messieurs, un autre joueur Vas-y, que Jérém. vous aimeriez encenser, fracasser ou juste en discuter? Bon, pour faire un top flop, alors Schmeichel c'est compliqué parce que pour moi c'est vrai qu'il quand même depuis 2 matchs il fait quand même des 2 bons matchs, on commence à voir pourquoi il est là, donc ça fait plaisir. Après par contre c'est vrai que sur le premier but jamais ça doit passer. Après vraiment pour faire top flop, pour moi les 2 tops, enfin si je vais faire 3 joueurs. Pour moi, les 3 joueurs top, c'est Todibo, Dante déjà parce que, enfin, ils couvrent un nombre de ballons à eux deux sur que ce soit dans leur zone ou même sur les côtés à chaque fois. Ils viennent couvrir Attal et Barr. Surtout, c'était flagrant en première mi-temps. Todibo, le nombre de fois où il est venu couvrir Attal. Ils sont ultra importants. Ils ont fait un match hier
très très bon, je trouve. Malgré un quart d'heure Heureusement qu'ils étaient compliqué. là. Voilà, malgré un quart d'heure compliqué, ils sont restés là tous les deux et ils ont vraiment tout donné. Dante, encore une fois, chapeau, hein, ce qu'il fait cette saison encore. À son âge, il y a quelques critiques, mais il est toujours là. Et hier, il a encore sorti un bon match. Et je garderai encore Mario Lemina dans le top 3 parce que au milieu de terrain, il était tout seul. Ça va faire le lien avec un flop. Mais enfin, il a récupéré énormément de ballons en première mi-temps, surtout. Il a essayé il a couru partout. Il a essayé de courir du terrain. Il était là, donc encore un match de Garé de sa part. Après en flop, moi ce serait déjà Melvin Barr. J'ai trouvé très très en difficulté sur ce match-là. Je l'aime bien parce qu'il fait preuve de beaucoup de combativité. Je trouvais que les derniers matchs en Ligue 1, il y avait beaucoup de mieux. Mais hier soir, c'était terrible. Je trouvais dans le placement et techniquement, c'était pas possible. C'était compliqué. Et ensuite, Nicolas Pepe aussi, c'était compliqué. Donc bon, je lui en veux pas parce que les derniers matchs, on les gagne surtout grâce à lui. Mais hier soir, c'était très compliqué. Sur tous les autres matchs de poule quasiment. Donc, Voilà, mais je pense que là, par contre, je pense qu'il était surtout fatigué hier parce qu'il a enchaîné tous les matchs et il a fait l'intégralité des matchs à chaque fois, je crois. Donc bon, je pense qu'il y a un peu de fatigue de sa part. Et mon autre flop et ma plus grosse déception, moi, ça reste quand même Kefren Turam sur ce match-là parce que je trouve que là, ça commence à faire beaucoup de matchs où on le voit pas. Il passe complètement au travers. En première mi-temps, il a loupé un nombre de passes dangereuses. Ça aurait pu nous coûter très cher. J'espère que ça va aller mieux parce que je commence à être légèrement inquiet quand même. Je trouve qu'on le voit vraiment pas assez et il a l'air vraiment dedans. Il a pas l'air là en fait. C'est bizarre. Donc j'espère que ça va aller mieux parce que c'est un joueur que j'apprécie énormément et ça me fait un peu mal de le voir comme ça. Donc j'espère que ça va aller mieux, mais c'est clairement le joueur qui hier il a pas fait un bon match, il faut le dire malheureusement. Donc voilà pour mes top flops. J'irai un joueur dont on n'aurait pas parlé. Alors juste par rapport à Kefren Turam, faut se rappeler quand même que contre le Partizan, on fait collectivement un bon match et pour moi c'est le seul qui est un peu en dedans. Je l'ai dit hier soir avec Jérémy, je le redis là. Cette saison-là, c'est la saison de la confirmation pour Thuram. C'est censé être cette saison-là où il prend une ampleur, où il explose véritablement. Alors, il a énormément joué, ça, on peut pas lui reprocher, mais qu'est-ce que vous retenez de son début de saison ? Moi, je retiens pas grand-chose. Je retiens une percée contre Auxerre. Franchement, très compliqué. Pour rajouter un top pour moi, en plus de Dante, Todibo, Hicham Boudaoui. Merci. Parce que très franchement, il a fait un match et quand tu vois le niveau à côté de Kefren Turam et de Mario Lemina, alors je crois que c'est Jérém qui l'a mis dans ses tops. Alors grosse dépense d'énergie, soldat. Par contre, dans l'utilisation du ballon, c'était très très compliqué aussi. Bon nombre de situations où il balançait quoi. Il balançait, il y avait pas trop de, il jouait pas posé, il cherchait pas, il a pas cassé de ligne. Donc là aussi un match je trouvais compliqué de la part de Lemina, même s'il a toujours cette grinta qui fait plaisir. Attal a fait un match, je trouve, particulier. Il a été intéressant offensivement, mais extrêmement flippant défensivement. Et il a fait tous les mauvais choix aussi quand même. Hein. C'est lui qui a beaucoup porté le ballon, mais c'est vrai que ça explique aussi l'omniprésence, je pense, dans le match de Dante et Todibo, parce que ils ont joué vachement, ils ont compensé à gauche pour Barre, ils ont compensé à droite pour Attal, et ça fait que derrière, ils ont eu des nombres incalculables de situations à gérer, et je crois que j'ai à peu près tout dit. Très content de la rentrée de Sofiane Diop, 10-15 minutes. Je pense pas que c'était prévu. Je pense que le scénario du match a fait qu'il est peut-être rentré, mais voilà. On aurait dit d'ailleurs qu'il y avait un plan, j'ai eu l'impression de ça, qu'il y avait un plan côté Cologne pour qu'il touche le moins de ballons possible, parce qu'à chaque fois qu'il avait le ballon dans les pieds, ils étaient 2 voire 3 sur lui. C'était un peu impressionnant à voir comme ça, mais ouais, effectivement, c'est bien de l'avoir vu, c'est bien de savoir qu'il est de nouveau apte. J'aurais préféré qu'il ne joue pas, hein, pour avoir un peu plus de récupération. Surtout parce que le prochain match arrive très très vite et que c'est compliqué en termes de récupération et voilà. Il y a un joueur dont on n'a pas parlé, c'est Nissar Deta sur le chat qui aborde le sujet. Alors Nicolas Pepe, on en a dit 2 mots, mais voilà, Gaëtan Laborde qui est buteur. Oui, c'est vrai. Malgré tout, qui est le premier buteur de
de la soirée. Un but, voilà, hein, après le but contré la dernière fois. Là, il glisse, il se relève. Tu sais pas comment il arrive à glisser le ballon. Donc, tant mieux, ça marche. Vraiment un joueur en rédemption, en recherche de confiance en tout cas. On l'a dit, ça nous fait plaisir qu'il marque, parce que voilà, il ne mâche pas ses efforts. On a envie qu'il réussisse en plus. On a besoin de Gaëtan Laborde. Voilà, ce deuxième but en assez peu de temps, c'est bien. Qu'est-ce que vous en avez pensé dans le jeu? Peut-être qu'on l'a moins vu que d'habitude, assez esselé, mais au final, il a fait ce qu'on lui a demandé, il a staté. Est-ce que pour une fois, on va se contenter de ça plutôt que de se dire, d'habitude, on le voit partout, sauf à la célébration d'un but? Bah, un attaquant, ça a besoin de confiance et ça a besoin de stater. Il l'a fait, il le fait depuis 2 matchs consécutivement. Pardon, mais pour le coup, je vais retenir que ça. Ouais, pareil. Mais je vais retenir aussi le fou rire sur l'action avec Pancho. Non, Voilà. hier, en fait, il avait un match un peu particulier parce qu'il met son but et il va le chercher, son but quand même, parce qu'il faut le marquer. Bien aidé par le bras. Après, voilà, bien aidé par le bras, mais on dit rien. Mais après, dans son match, le problème, c'est que quand collectivement, c'est compliqué comme ça, quand t'es avant-centre, que tu as pas beaucoup de ballons, c'est dur. Mais bon, après, voilà, des fois, c'est vrai que quand dans son jeu de haut but, il essaie de faire des choses, mais des fois c'est un peu compliqué. Et c'est vrai qu'on a eu un sacré fou rire à un moment donné. Enfin, moi, je me suis bien marré à un moment donné, c'est vrai. Hier soir, quand il loupe, ça passe, mais c'est vrai que c'était. Non, il a marqué, il a fait son match, on va dire, pour moi. Ça rejoint, je pense, ce qu'on se dit globalement sur le match, que de mauvais choix. Que de mauvais choix, c'est-à-dire que il a des situations de contre en deuxième mi-temps où voilà, ils ont joué un peu à l'envers certaines situations de possession et c'est franchement s'ils avaient joué peut-être mieux 2-3 situations, mais on aurait mais je pense que tu gagnes le match haut la main. Après Laborde, voilà son but, il allait le chercher tout seul, il se relève, il fait son petit crochet externe, il conclut. Deuxième but consécutif après son but à Lorient, donc très content pour lui et ça fait du bien. On va du coup conclure cette émission. Là, on est à une petite heure de live. C'est le format qu'on se tient. Et je vous cache pas qu'il y a des bières qui m'attendent dehors. Donc, du coup, vous avez toute ma sympathie, mais assez peu de bière. Donc, voilà. On va se restreindre à ce moment de la soirée. Juste quelques mots pour terminer. Sur ces 2 derniers matchs, du coup, bon, on se retrouvera naturellement dans le Club Pancho et dans Avantinissa pour débriefer les rencontres et dans Cop-Aiglon aussi. Alric, excuse-moi. Tu as raison, mais ces matchs face à Brest et face à Lyon, rapidement, l'objectif c'est quoi? Minimum 4 points, idéalement 6, et ça nous permettrait de clore cette première partie de saison sur au final 2 notes positives, la qualification européenne, une place bien installée dans le top 10, ça nous laisserait tout simplement entrevoir la phase retour avec un peu plus d'espoir que ce qu'on pouvait encore en avoir il y a 2-3 semaines. Alors, pas la phase retour, mais la fin de la phase aller, parce que tu n'as pas encore fini ta... Tu reprends à la 16e journée, le 28 décembre. Tu n'as pas encore fini ta phase aller. Et oui, clairement, c'est un fait, c'est même comptable. Si tu prends le maximum de points, ce serait idéal, mais si tu prends moins 4 points contre Brest et Lyon, bah déjà pour la confiance, c'est bien, parce que ta série d'invincibilité, toute compétition confondue, sera toujours en cours, et ça, c'est toujours une bonne chose avant une pause. Et puis surtout, tu reviens pas à hauteur des équipes qui jouent les places européennes, hein, ne nous en parlons pas. Par contre, tu te remets, je pense, bien par rapport au retard que tu as accumulé jusque-là. Et ce sera le point positif de cette fin de première partie, le premier tiers, si je puis dire, avant la Coupe du Monde. Parce que oui, malgré tout, bah, tu as eu beaucoup de mal à démarrer cette saison. Et je pense que là, il n'y a plus trop de temps à perdre si tu veux prétendre à une qualification européenne à la fin de la saison. Il y a quelques semaines, je t'aurais dit, d'ailleurs je l'ai dit, j'y crois pas du tout à la qualification européenne. Là, si tu fais 4 points sur 6, voire 6 sur 6, c'est pas que je vais y croire, mais c'est que je me dis, bah tiens, ça sera pas interdit de l'avoir dans la côte. Voilà, c'est ça. Ça redevient ça restera possible. Après, ça dépendra du mercato, de la suite. Et de la fin de ta phase aller contre Lens, contre Rennes, qui sont des gros adversaires que tu n'as pas encore affrontés, qui seront de bons tests pour la suite du championnat.
Effectivement, une phase aller qu'on retrouve en décembre. Il y a une trêve entre-temps avec la Coupe du Monde, comme vous le savez, et puis surtout, surtout, je ne sais pas, mais pour ce qui concerne le OGC Nice, il y a notamment un match amical le 17 décembre à l'Alliance Riviera face à l'Atalanta qui a été annoncé aujourd'hui par le club. Pancho, Jérémy, 4 points, ça semble être à la fois réaliste et tout à fait satisfaisant pour se remettre bien en championnat, pour poursuivre la série d'invincibilité, pour rester sur une note positive avant de dire au revoir au gym pour un mois et demi. Oh ben, je pense que là, déjà, le match contre Brest ce week-end, c'est victoire obligatoire. Ouais. Brest qui est 18e, qui est dans une forme très compliquée. J'ai pas souvenir qu'ils aient nommé un nouvel entraîneur, je crois, depuis le départ de Der Zakarian. Donc, je pense qu'il faut savoir un peu profiter de cette situation. C'est un peu la même configuration que le match à Auxerre. Et puis Lyon, il y a un peu de mieux, même si le match qu'ils gagnent contre Lille, apparemment, c'est assez chanceux quand même. Oui, 4 points. Ça te maintient dans le top 10. Tu peux peut-être gratter un top 8. Et puis surtout, ça te met sur de bonnes bases pour réenclencher ta saison fin décembre et tenter de finir européen parce que c'est l'objectif du club. Ouais, tout pareil. Pour moi, c'est victoire obligatoire contre Brest pour continuer la série. Et pour moi, un point à Lyon, je m'en contenterai largement parce que je ne vois pas forcément aller gagner là-bas. Je pense que ça va être compliqué. Donc pour moi, si tu ramènes un point de Lyon et que tu gagnes contre Brest, c'est bon. Tu atteindrais 20 points. Tu annulerais pas ton début de saison compliqué, mais tu repartirais vraiment sur une bonne base et tu confirmerais le mieux qu'on a vu sur ces dernières semaines. Donc voilà, ça permettrait de remettre tout le monde comme il faut, la tête à l'endroit et de se reposer aussi après. Et je voudrais juste ajouter une petite chose, parce que c'est vrai que j'ai oublié tout à l'heure, je voulais en parler. Depuis que 2 hommes sont de retour, alors un sur le terrain et un en dehors, ça va quand même beaucoup mieux. Donc depuis que Hicham Boudaoui est de retour, c'est vrai que il n'empêche que les résultats sont quand même là. Et aussi depuis l'arrivée de Florent Gisolfi quand même. On l'a vu sur quelques images que des fois il est dans les vestiaires et je pense pas que ce soit une coïncidence que depuis son arrivée on ait quand même des résultats. J'ai l'impression qu'on verra au mercato ce qu'il fait, mais déjà son arrivée a l'air de faire du bien parce qu'on voit quand même des attitudes on l'a vu dans le couloir et on voit un peu comme plus le faisait Fournier. Voilà, je trouve qu'il a déjà pris, il a sans doute déjà pris quelques marques et son arrivée se voit déjà, donc j'en suis très content. Bon, espérons, on espère que la suite sera positive également. La suite, c'est très vite, ce dimanche face à Brest. Vous allez retrouver Avantinissa probablement en toute fin de soirée dimanche, parce qu'on enregistre en rentrant du stade, donc le temps que ce soit sur les réseaux, peut-être lundi en allant travailler pour ceux qui sont abonnés à toutes nos plateformes audio. Ce podcast, en tout cas, pardon, ce live Twitch, si vous l'avez pris en cours de route, il va être disponible dans la soirée en replay au format audio sur nos plateformes et en vidéo sur la chaîne YouTube Sports Content FR, le même intitulé que cette chaîne Twitch. Et puis on retrouve Pancho et probablement Alric aussi. Alric lundi dans Copéglon, Pancho et Alric mercredi dans le club Pancho sur la chaîne habituelle. Bon, de toute façon, vous avez les comptes Twitter d'à peu près tout le monde pour nous suivre et pour suivre la suite de nos aventures et de nos émissions. Merci messieurs de m'avoir accompagné tout au long de ce live. Et puis voilà, on se retrouve très bientôt pour parler de la suite de la saison de l'OGC Nice en attendant les grandes vacances pour cause de Coupe du Monde. À bientôt et Issa Nissa. Issa Nissa.